Au fond, l'économie, c'est quoi? C'est l'art de faire des choix. On a des ressources qui sont limitées et on veut en tirer le maximum. C'est exactement ça le but de l'optimisation. C'est une boîte à outils, en fait, qui nous aide à transformer des problèmes qui ont l'air super complexes en solutions vraiment claires, chiffrées. Alors, la grande question, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la meilleure solution? Et ça s'applique partout. Pensez à un investisseur qui essaye de bâtir le portefeuille parfait, ou même à un gouvernement qui doit tracer une trajectoire de croissance pour tout un pays. Dans tous les cas, sans ces outils d'optimisation, on navigue un peu à l'aveugle dans un monde qui est plein de contraintes. Ok, voilà le programme. On va commencer par les bases, les fondations mathématiques. Ensuite, on plongera dans l'optimisation statique, c'est-à-dire les choix à un moment précis. Après ça, on ajoutera la dimension du temps avec l'optimisation dynamique. Et bien sûr, on verra comment tout ça s'applique dans le monde réel, avant de finir avec les points clés à ne surtout pas oublier. Allez, c'est parti, on attaque avec les fondements mathématiques. Il faut voir ça comme le langage de l'optimisation, vraiment les briques essentielles sur lesquelles tout le reste va être construit. Premier concept clé, l'ensemble convexe. L'idée est hyper simple en fait. Imaginez une forme. Si vous prenez n'importe quels deux points à l'intérieur et que vous tracez une ligne droite entre eux, eh bien cette ligne reste toujours entièrement dans la forme. Pourquoi c'est si important? Parce que ça nous garantit une chose cruciale. Si on trouve un point optimal, on est sûr que c'est le meilleur de tous, l'optimum global, et pas juste un petit sommet local perdu au milieu. Ensuite, on a les fonctions. Et là, il y a deux grandes familles, les concaves et les convexes. Pour s'en souvenir, c'est facile. Pensez à un bol. Une fonction convexe, c'est comme un bol posé à l'endroit. Ça forme un creux. C'est parfait pour chercher un minimum. À l'inverse, une fonction concave, c'est le bol retourné, ça forme une bosse. Et ça, c'est ce qu'on cherche quand on veut trouver un maximum. Juste avec cette image en tête, on sait déjà comment aborder le problème. Et ce qui est génial, c'est que cette intuition visuelle, eh bien, elle a son équivalent mathématique très rigoureux. Pour des fonctions avec plusieurs variables, on ne peut plus juste regarder la courbe. C'est là qu'intervient par exemple la matrice hessienne. C'est un outil qui nous permet de tester la forme de la fonction. Par exemple, si on calcule que cette matrice est définie positive, c'est le signal mathématique qui nous dit « Attention, on est face à une fonction convexe, notre fameux bol à l'endroit, on sait donc qu'on cherche un minimum ». Bon, maintenant qu'on a les bases, passons à l'optimisation statique. L'idée ici, c'est de prendre une sorte de photo instantanée d'un problème économique. Le temps est figé. La seule question qui nous intéresse, c'est quelle est la meilleure décision à prendre, là, maintenant, tout de suite. C'est vraiment le cœur de tous les problèmes classiques d'allocation de ressources. Et pour ça, l'outil roi, c'est la méthode de Lagrange. C'est la recette de cuisine à suivre quand on a des contraintes d'égalité, du type « mon budget doit être exactement de temps ». C'est une méthode en 3 temps. D'abord, on construit une nouvelle fonction, le fameux Lagrange. Ensuite, on calcule les dérivés pour trouver les points candidats, les conditions du premier ordre. Et enfin, on vérifie si c'est bien un max ou un min avec les conditions du second ordre. C'est une mécanique super efficace. Alors, ce Lagrangien, c'est vraiment une idée de génie. Il fusionne notre fonction objectif, ce qu'on veut maximiser ou minimiser, et nos contraintes en une seule et même équation. Et au milieu de tout ça, il y a ce fameux multiplicateur, le lambda. Il faut vraiment le voir comme le prix implicite de la contrainte, son prix fictif. Concrètement, il nous dit, si je pouvais assouplir ma contrainte d'une toute petite unité, de combien mon objectif s'améliorerait. C'est une information hyper précieuse. Ok, mais dans la vraie vie, les contraintes, c'est souvent ne pas dépasser un budget, pas dépenser exactement un budget. C'est une inégalité. Et pour ça, Lagrange ne suffit plus. Il nous faut les conditions de Kuhn-Tucker. Et là, le concept absolument central, c'est la complémentarité. C'est super intuitif avec l'exemple du budget. Soit vous avez dépensé jusqu'au dernier centime, dans ce cas la contrainte vous a vraiment limité, elle est active, et son prix, le multiplicateur, est positif. Soit il vous reste de l'argent. Là, la contrainte ne vous a pas gêné, elle est inactive, et donc son prix est de 0. Ce qui est impossible, c'est d'avoir les deux en même temps. C'est ça, la complémentarité. Allez, on change de dimension. On quitte la photo instantanée pour passer au film. Bienvenue dans l'optimisation dynamique. Ici, la question n'est plus de trouver le meilleur point, mais de trouver la meilleure trajectoire dans le temps. On cherche la séquence optimale de décisions à prendre jour après jour, année après année. Et pour tracer ce chemin optimal, on a principalement deux grandes approches. D'un côté, le calcul des variations. De l'autre côté, et c'est ce qu'on utilise quasiment tout le temps en macroéconomie moderne, on a le contrôle optimal. L'idée est un peu différente. On ne cherche pas la trajectoire elle-même, mais plutôt la règle du jeu, la politique de contrôle qu'on doit appliquer à chaque instant pour que notre système suive pas à pas le meilleur chemin possible. Et si le Lagrangien était la star de l'optimisation statique, en contrôle optimal, la vedette, c'est l'hamiltonien.
c'est son grand frère dynamique. Il combine tout en une seule fonction. Mais en plus de l'objectif et des contraintes, il intègre une nouvelle dimension, la dynamique du système, comment les choses évoluent d'un instant à l'autre. C'est vraiment la tour de contrôle de notre problème. À partir de cet hamiltonien, on déroule ce qu'on appelle le principe du maximum de Pontryagin. En gros, ça nous donne un système de 4 équations, une sorte de cahier des charges pour la trajectoire parfaite. La première nous dit comment notre stock, de capital par exemple, évolue. La deuxième, c'est l'évolution de son prix fictif. La troisième, c'est la condition d'optimisation à chaque instant. Et la dernière, la condition de transversalité, c'est un peu la condition d'atterrissage. Elle s'assure que notre trajectoire se termine bien. Bon, assez de théorie, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert concrètement? C'est maintenant qu'on va voir comment ces outils, qui peuvent paraître un peu abstraits, nous permettent de résoudre des problèmes économiques bien réels. C'est là que tout s'éclaire, surtout pour des études en macroéconomie. Premier exemple, un grand classique de la finance, le problème de portefeuille de Markowitz. La question, comment construire mon portefeuille pour qu'il soit le moins risqué possible, tout en visant un certain niveau de rendement? On veut minimiser le risque, mesuré par la variance, sous la contrainte d'atteindre un rendement cible. C'est l'exemple parfait d'un problème d'optimisation statique. Dans l'exemple qu'on a sous les yeux, l'objectif est clair. On vise un rendement de 11,80%. Pas plus, pas moins. La question est donc, avec les deux actifs qu'on a à notre disposition, quel est le mélange parfait, l'allocation exacte du capital, qui nous permet d'atteindre ces 11,80% en prenant le moins de risques possible? Et voilà, la magie opère. L'optimisation ne nous donne pas une vague idée, elle nous donne une réponse chiffrée, précise, directement applicable. Il faut mettre 60% de son argent dans l'actif 1 et 40% dans l'actif 2. Point. C'est ça la force de ces outils. Ils transforment un problème complexe, un vrai casse-tête, en une décision nette et sans bavure. Changeons d'échelle. Passons de la finance à la macroéconomie avec un autre monument, le modèle de croissance de Ramsey. Là, on est en plein dans le contrôle optimal. La question est fondamentale. À l'échelle d'un pays, comment arbitrer entre consommer aujourd'hui pour être heureux maintenant et investir pour préparer l'avenir et être plus riche demain? Le modèle de Ramsey utilise le contrôle optimal pour trouver cette trajectoire idéale d'épargne et de consommation qui va maximiser le bien-être de la population sur des générations. Voilà, on arrive au bout. Pour finir, on va se faire une petite checklist, un résumé des points essentiels à garder en tête. Considérez ça comme votre guide de survie pour aborder n'importe quel problème d'optimisation et surtout pour éviter les erreurs les plus courantes. Le mot d'ordre, c'est la rigueur. Toujours vérifier les conditions. Est-ce que mes contraintes sont bien qualifiées? Est-ce que le rang de la matrice jacobienne est bien celui qu'il faut? Et surtout, ne jamais, au grand jamais, oublier de vérifier les conditions du second ordre. C'est ce qui vous confirmera si vous avez trouvé un maximum, un minimum ou rien du tout. Et méfiez-vous des erreurs classiques, celles qui coûtent des points bêtement le jour d'un examen. Par exemple, confondre les mineurs principaux et les mineurs principaux dominants d'une matrice, ça arrive tout le temps. Ou encore, mal interpréter cette fameuse condition de complémentarité de Kuhn-Tucker. Ce sont des détails, mais ils font toute la différence. Encore une fois, la rigueur, c'est vraiment votre meilleur ami ici. Finalement, pour avoir une vue d'ensemble, on peut imaginer tout ça comme une pyramide. À la base, le plus simple, l'optimisation sans aucune contrainte. Un étage au-dessus, on ajoute les contraintes d'égalité avec Lagrange. Encore au-dessus, les contraintes d'inégalité avec Kuhn-Tucker. Et tout en haut de la pyramide, le plus sophistiqué, le contrôle optimal qui gère tout ça, mais avec le temps en plus. C'est une progression logique, en complexité. Pour conclure, il est clair que ces outils sont extraordinairement puissants. Ils donnent une structure, une rigueur à la pensée économique. Mais, il y a toujours un mais, ces modèles sont élégants parce qu'ils reposent sur des hypothèses simplificatrices. Alors la question qu'on peut se poser pour ouvrir le débat, c'est, pendant qu'on calcule ces belles trajectoires optimales, quelles sont les frictions bien réelles qu'on laisse sur le bord de la route? Je pense à l'incertitude, à l'information qui n'est jamais parfaite. Les intégrer, c'est sans doute le grand défi de la modélisation économique de demain.